Merci beaucoup de me donner l'opportunité de vous parler de l'imagerie hors échographie, bien sûr, IRM, médecine nucléaire. Il y a eu des progrès. Il y a des gros progrès à venir. J'espère pouvoir vous en convaincre. Et bon, qu'est-ce qu'il faut retirer de tout ça et comment on va pouvoir utiliser toutes ces données ensemble? C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, tout d'abord, l'IRM. L'IRM, maintenant, est quand même une technique très bien installée dans la démarche diagnostique pour l'amylose cardiaque et pour aboutir notamment à des mesures très précises de la masse myocardique, puis surtout sur des séquences qui, après injection de gadolinium, donnent des patterns assez typiques, au moins dans les formes sévères, comme ce que vous voyez ici, tout à fait facile à différencier des formes d'hypertrophie sarcomérique ou autres, où il y a une rétention, un aspect de rétention diffuse, et puis aussi d'anomalies de la cinétique du traceur, avec notamment ces aspects sur certaines séquences de cavités complètement noires, qui est tout à fait typique par rapport à ce que l'on voit dans d'autres patients. Alors ça nécessite une injection, et c'est très clair sur des formes relativement sévères. C'est plus difficile en IRM sur des formes plus limitées, et là, c'est là que vient le progrès essentiel en IRM. Ce sont des mesures que l'on peut obtenir sans injection, avant même l'injection de traceurs, et qui permettent de mesurer sur ce paramètre que vous voyez ici sur des images paramétriques, qui s'appelle le T1, le temps de relaxation longitudinale du myocarde, un paramètre un peu barbare, mais c'est une constante biologique du tissu. Alors sa valeur dépend quand même de la séquence qu'on utilise, ça dépend aussi du type d'aimant, notamment de son champ magnétique, donc les valeurs normales ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction des centres. Mais en tous les cas, ce paramètre, on savait déjà qu'il était augmenté quand il y a des anomalies du secteur extracellulaire, quand il y a un œdème, quand il y a un infarctus, par exemple. Et ce paramètre est particulièrement élevé lorsque l'espace extracellulaire est occupé par des dépôts amyloïdes. Et ça donne des chiffres de sensibilité et spécificité qui sont vraiment très très bons. Pour une technique qui est faite, cette séquence, elle se fait en une dizaine de secondes d'enregistrement à peine, si le rythme est sinusal, si tout se passe bien, et si on connaît bien nos valeurs normales. On peut ensuite savoir si l'examen est normal ou pas. Et puis, en fonction de la valeur de T1, alors vous voyez ici les résultats que je vous rapporte d'une étude, on peut trouver des cut-off, des valeurs de cut-off qui donnent des valeurs de sensibilité et de spécificité qui sont tout à fait excellents. Et puis, ça permet d'avoir une démarche diagnostique vraiment enrichie en IRM dans un cadre de suspicion d'amylose comme ici. On n'est pas obligé d'immédiatement injecter les chélates de gadolinium. Tout dépend des valeurs de T1. Si le T1 est tout à fait normal, et c'est à mon avis la grande force de ce type d'analyse, on peut exclure quasiment l'amylose. Par contre, si le T1 est anormal, là, il vaut mieux injecter de toute façon le chélate de gadolinium et puis prévoir peut-être ensuite aussi d'autres méthodes dont on parlera après pour typer un petit peu mieux le type d'amylose. Alors cette injection de traceur, elle est quand même importante aussi d'un point de vue pronostic parce que c'est quelque chose qui va permettre de raconter l'histoire de l'amylose, l'aggravation progressive de l'amylose jusqu'à la forme la plus typique qui est ici tout en haut à droite. Pas évident, la petite flèche, qui est tout à droite, où on voit cette rétention diffuse myocardique avec cet aspect de signal cavitaire en noir et qui traduit là une infiltration amyloïde sévère et diffuse. Des formes plus limitées, sous-endocardiques, ici, où c'est généralement le mode de démarrage, les anomalies les plus fréquentes, lorsqu'elles sont plus limitées, se trouvent à ce niveau-là en rétention tardive. Et ces informations sont intéressantes parce qu'elles donnent une vraie information pronostique indépendante de la masse myocardique notamment. Vous voyez ici sur cette étude les courbes de survie chez les patients qui n'ont pas de rétention tardive du tout, c'est la courbe en bleu que vous voyez là-haut. Ceux qui ont une des formes les plus sévères qui sont à droite ici, rétention diffuse, la cavité en noir, c'est la courbe en jaune que vous voyez ici. Et puis la courbe en vert, ce sont ces formes plus limitées avec les rétentions sous-endocardiques que vous voyez ici. Alors la scintigraphie osseuse, c'est aussi une technique qui est bien installée dans ce cadre diagnostique, essentiellement pour les formes ATTR, ça on le sait. Pour certains traceurs, alors ça ne pose pas beaucoup de problèmes en France parce que les traceurs qu'on utilise pour les scintigraphies osseuses marchent d'une manière générale pour ce diagnostic. On a cru pendant longtemps que la TEP au FNA, qui est un équivalent de scintigraphie osseuse en TEP,
pourrait permettre de remplacer avantageusement la scintigraphie osseuse, il s'avère que ce n'est pas tout à fait le cas. Et en tous les cas, la captation de FNA en TEP semble plus faible que ce qui est observé en scintigraphie osseuse conventionnelle. Alors le progrès, c'est essentiellement dans le mode d'utilisation, puisqu'on n'est pas obligé, quand on fait une scintigraphie osseuse, d'utiliser tout le mode de programmation des scintilles osseuses, qui est quand même assez long pour ces patients, où on injecte le traceur, on attend 3 heures pour faire des images. Alors pourquoi on attend 3 heures pour faire des images en scintigraphie osseuse? Parce que si vous regardez l'évolution de l'activité osseuse au cours du temps, entre la première heure et la 3e heure, on voit que cette activité se stabilise simplement au niveau de la 3e heure, et que le rapport, notamment en scintigraphie osseuse, par rapport au tissu mou que vous voyez ici en jaune, est idéal pour bien voir les os à la 3e heure. C'est aussi idéal lorsqu'on compare l'activité cardiaque que vous voyez ici en bleu à l'activité osseuse que vous voyez ici en rose, type le score de Perugini, que certainement tout le monde connaît ici. Si on veut effectivement qu'il y ait un gradient suffisant entre les deux, on a probablement intérêt à faire des images assez tardives, mais ce n'est pas le cas si on analyse et si on quantifie. Il se développe maintenant des méthodes de quantification vraiment très faciles d'utilisation, où on quantifie l'activité myocardique par rapport à l'activité des tissus mous. Généralement, c'est le poumon du côté contralatéral, et là, on a un gradient qui est déjà important dès la première heure. On n'est pas obligé d'attendre 3 heures. Et ça se passe très facilement comme ça. Vous voyez ici, en haut à droite, on mesure dans une région latérale l'activité myocardique, l'activité du côté contralatéral. Et ici, si c'est augmenté de 50, 30%, ça dépend du moment où on fait l'acquisition, on peut considérer que l'examen est tout à fait pathologique. Donc c'est assez facile. C'est assez facile et puis ça marche bien. Ça marche bien. Vous avez ici, en bas sur ce tableau, les résultats en termes de sensibilité et de spécificité. Le quantitative heart to contralateral ratio, j'arrive pas à le pointer avec l'appareil, mais... Et vous voyez que si on fait simplement l'image à 1 heure et qu'on tient compte de ce gradient myocarde contralatéral supérieur à 1,5, on a des chiffres de sensibilité qui sont vraiment très élevés, plus de 90%, 92%, puis spécificité qui est presque 100%, c'est 97%. Ça marche un petit peu moins bien à 3 heures d'ailleurs avec ces techniques quantitatives dans cette étude. Et par contre, lorsqu'on utilise le score de Perugini, où on évalue la captation myocardique, l'activité par rapport à l'activité osseuse, et on prend le critère diagnostic standard, c'est celui d'un score supérieur ou égal à 2, ça veut dire d'une activité au moins égale à celle des structures osseuses. Mais la spécificité est très bonne, ça on le sait, pour le diagnostic d'amylose ATTR, mais la sensibilité, vous voyez, est quand même bien moins bonne. Et avec ce score visuel, on peut faire l'acquisition plus tard, à la première heure, et on augmente la sensibilité, mais au détriment vraiment de la spécificité. Alors, ce qui est intéressant avec cette technique, mais que vous savez tous, des membres ici éminents connaissent bien, puisqu'ils sont à l'origine, ils ont fait partie de ces études, c'est que lorsqu'on a une scintigraphie positive, et que ça soit d'ailleurs un score de Perugini supérieur ou égal à 2, mais même... Je pense qu'on peut y étendre ces scores quantitatifs supérieurs à 1,5. En l'absence de gammalopathie monoclonale, on peut affirmer, vous le savez bien sûr, le diagnostic d'ATTR. Alors pour les AL, c'est plus compliqué. Et pour les AL, il y a une solution qui émerge, ce sont des traceurs PET des dépôts amyloïdes. Vous voyez ici l'exemple d'un patient, d'image faite en TEP-CT au fluorbétapyr, marqué au fluor 18, chez un patient qui a une amylose AL, et vous voyez qu'il y a une activité, il y a une captation extrêmement intense, alors que normalement, ce traceur ne doit pas être capté du tout par le myocarde. Alors, le principe de ces traceurs, c'est que ce sont des analogues de la thioflavine T, que les anapathes connaissent bien, un produit qui est utilisé pour le diagnostic de l'amylose, qui émet une fluorescence. Là, on utilise ces traceurs pour faire de l'imagerie externe. Alors, ça a été bien mieux expliqué par le premier orateur qui connaît ça bien mieux que moi. Vous connaissez la thioflavine T. Ce qui est intéressant dans la thioflavine, c'est ce que j'ai retenu, moi, en tant que médecin nucléaire, en tous les cas, c'est que c'était assez spécifique de cette organisation bêta-plissée, en fait, et pas trop de la nature de la protéine. Et qu'à partir du moment où il y a cette nature bêta-plissée qui est assez propre à la substance amyloïde, la thioflavine était captée par ces structures. C'est le cas des analogues de la thioflavine qu'on utilise en imagerie TEP. Donc,
l'intérêt, c'est qu'effectivement, ça ne va pas dépendre, comme les traceurs de la scintigraphie osseuse, de la nature de la protéine. Là, ce n'est pas le cas. Enfin, tout du moins, la réponse en oui-non. Et vous voyez ici ces différents traceurs. La thioflavine T qui est en haut. Puis vous pouvez voir que les autres ressemblent quand même. Le PIB, marqué au carbone 11, le florbétabène ressemble beaucoup. Florbétabir, ça ressemble un petit peu moins. Flutémétamol aussi, un petit peu moins. Mais enfin, globalement, on voit bien qu'il y a une communauté de structures entre ces différentes molécules. Toutes ces molécules TEP ont été développées non pas pour l'amylose cardiaque, bien sûr, mais pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Et il y en a beaucoup parmi d'entre elles qui ont l'AMM, même en France, dans cette indication, mais sans avoir le remboursement, ce qui fait que c'est pas trop utilisé encore. Donc, pour l'instant, ça marche, mais il y a quand même une expérience assez limitée. C'est souvent des petites études pilotes. Alors, quand on combine dans des méta-analyses des études pilotes, on a un nombre un petit peu plus important et on obtient des chiffres de sensibilité et de spécificité pour le diagnostic de l'amylose qui sont vraiment assez flatteurs, mais ça reste quand même sur des méta-analyses, ça reste quand même des petits effectifs. Une particularité, c'est que la sensibilité est la même pour les amyloses AL et ATTR, mais l'intensité de la captation myocardique est visiblement plus importante pour les amyloses AL que pour les amyloses ATTR. Ça avait été montré dans cette étude, dans la méta-analyse là, dont je vous parlais, mais ça vient d'être montré dans une étude beaucoup plus récente, mais encore sur des effectifs tout petits. Et vous voyez que chez les patients, quand on mesure la captation de... C'est le florbétabène ici. La captation de florbétabène au niveau du myocarde chez les patients qui n'ont pas d'amylose, elle est très faible. Elle est plus élevée, c'est la colonne qui est juste à gauche, chez les patients qui ont une amylose ATTR. Il y a un patient avec une amylose AA, c'est encore plus élevé, et AL, c'est nettement plus élevé. Donc il y a un gradient de captation, en tous les cas, entre AA, on ne peut pas dire, parce qu'il n'y a qu'un seul patient, mais entre ATTR et AL. L'intérêt de ces traceurs, c'est qu'ils peuvent peut-être, c'est tout du moins ce que suggèrent certaines études pilotes encore, aider pour le monitoring des traitements, et notamment suivant la quantité de dépôts amyloïdes et son évolution dans le temps. Alors ça a surtout été montré dans les amyloses AL, traitées par chimiothérapie, et alors, pas de manière longitudinale, c'est un peu la faiblesse de la démonstration, mais quand on regarde les patients et quand on catégorise ces patients entre ceux qui ont eu l'amylose, qui ont eu l'examen TEP, c'est le cas du patient qui est au milieu avant toute chimiothérapie. Et là, on voit qu'il y a une captation vraiment intense au niveau du myocarde. Par contre, ceux qui l'ont eu après chimiothérapie et lorsqu'il y a une réponse complète, vous voyez que la captation est extrêmement réduite. Et puis pendant la chimiothérapie, c'est le cas de gauche, la captation est plus intermédiaire. Et ça pourrait aider aussi pour mesurer ce qu'on appelle la charge corporelle totale en dépôt amyloïde, puisque c'est comme la TEP ou FDG. En fait, on peut faire des acquisitions corps entier, où vous voyez un patient normal du côté gauche ici, où on voit essentiellement des organes qui sont impliqués dans l'élimination du traceur, le système hépatobiliaire et puis la vessie, qui ont une captation physiologique normale, du traceur, qui émettent en tous les cas de la radioactivité. Puis vous voyez ici, chez un patient avec une amylose cardiaque, on voit bien évidemment la captation cardiaque, on voit la captation de la rate aussi, on voit la thyroïde, les glandes salivaires, on voit même des régions qui, dans les zones périphériques, captent le traceur, comme certaines parties de tissus sous-cutanés ou musculaires. Alors il y a un PHRC national, français, donc, qui devait démarrer en fait aujourd'hui. Le premier patient devait être inclus aujourd'hui, mais ça va être repoussé pour des raisons de logistique, et qui devrait justement évaluer ces enregistrements PET corps entier pour mesurer, d'abord diagnostiquer l'amylose et mesurer cette charge amyloïde globale. Donc si on fait la synthèse de ce que je viens de vous dire, on a 3 examens, le PET, la scintigraphie, l'IRM. Et les patterns sont très différents en fonction en tous les cas, amylose AL, ATTR et patients normaux. Si le patient est normal, il n'y a pas, en PET à l'amylose, il n'y a rien. Bien sûr, la scintigraphie, il n'y a pas de captation cardiaque. Mais on le savait déjà avec l'IRM. L'IRM était tout à fait normal. Probablement que le T1 était
était normal lui aussi. Et dans ces cas-là, il n'y a pas vraiment d'indication, il faut reconnaître, à faire les scintigraphies en plus. Ça, c'est la grande force de l'IRM dans cette indication. Par contre, amylose à elle, là, l'IRM est anormal, augmentation du T1, des images de rétention qui ne sont pas très belles ici, mais voilà. Et la scintigraphie osseuse est négative. Normalement, il faudrait une preuve biopsique pour faire le diagnostic dans ces cas-là, s'il y a une gammapathie monoclonale. Peut-être que l'amylose, la TEP, en tous les cas, à ces traceurs des plaques amyloïdes, va permettre de remplacer cette nécessité de biopsie. En tous les cas, va permettre d'authentifier l'amylose cardiaque sur le site cardiaque de manière tout à fait non invasive. Enfin, ça reste encore à démontrer. Et puis, amylose ATTR, mais dans ce cas-là, l'IRM, bien sûr, est pathologique. Il y a une captation myocardique qu'on peut mesurer au bout d'une heure, simplement avec des techniques quantitatives assez simples. Et puis, en TEP, il y a une captation cardiaque. Cette captation cardiaque, son intensité est d'ailleurs un petit peu plus faible que celle de l'amylose AL. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'ai pris déjà pas mal de temps. Merci. Merci beaucoup Pierre-Yves pour ce superbe exposé et on voit qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. C'est vraiment multidisciplinaire et que c'est en plein développement et que tout ce que tu fais, on va avoir, j'espère, des super outils pour mieux gérer nos patients. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces nouveaux traceurs, Sophie ? Oui, bonjour, vraiment merci, c'était vraiment c'est très prometteur et très important pour suivre, pour savoir la charge amyloïde chez un patient et puis suivre au cours d'un traitement. Alors, vos images de PET corps entier, il manquait la tête. et bien sûr, j'étais intéressée de savoir si vous pouviez évaluer le système nerveux central et les yeux, parce que c'est des organes quand même qui sont touchés. Et on a peu d'informations justement là-dessus dans les formes d'amylose, hors évidemment maladie d'Alzheimer. Non, alors effectivement, on peut enregistrer la tête. On peut même enregistrer les orteils. Je ne vais pas montrer. On peut vraiment faire tout le. Mais par exemple, dans le cadre TTR, vous n'aviez pas des patients avec une. Pour l'instant, pour être tout à fait franc, en France, il y a très peu d'expérience sur ce traceur. Il y a je crois qu'il y en a un petit peu à Mont-d'Or. Quelques patients ont été faits. Quelques patients ont été faits à Nîmes. Et puis là, il y a ce PHRC national qui va structurer une vraie étude où il y aura un corps entier. Et de toute façon, le système nerveux central, les yeux feront partie bien sûr des sites analysés a posteriori, où il y a une comparaison entre les patients, des patients dont on sait déjà qu'ils ont une amylose, puis des patients contrôle qui ont une CMH liée à un rétrécissement aortique traité, et pour voir effectivement dans des catégories de patients qui sont à peu près comparables en termes d'âge, les seuils nécessaires pour pouvoir parler d'augmentation non seulement au niveau du cœur, mais au niveau d'autres organes touchés par l'amylose. Voilà. Très très bien, merci. Et juste une question, parce qu'en fait tu le couples au scan ou tu le couples à l'IRM, pour le dernier traceur. Comment tu vois les choses dans le développement de ces deux techniques d'imagerie pour toi, médecin nucléaire ? Moi j'ai l'impression que vraiment, l'IRM, c'est probablement le premier examen. Le premier examen, notamment dans les cas où l'hypertrophie est peut-être pas si importante que ça. Voilà. C'est sûr que la mesure du T1, si on a un T1 normal sur une CMH, strictement normal, ça arrête pratiquement les investigations. Voilà. Encore faut-il que ce T1, on maîtrise bien la technique, parce que toutes les études d'IRM que je vous ai montrées, c'est des études monocentriques, quelquefois faites sur des très gros centres, des très gros effectifs, mais des études monocentriques. Donc il faut quand même qu'il y ait peut-être un tout petit peu plus de preuves, je dirais, sur le caractère exportable, notamment dans des centres qui ne sont pas fatalement experts en IRM cardiaque. Voilà. Par contre, moi, je vois bien la scintigraphie osseuse et puis le TEP sur une partie caractérisation, monitoring et bilan corporel total, quoi. Parce qu'en fait, si on fait, vous le faites comme ça depuis longtemps, je sais à Mont-d'Or, une scintigraphie osseuse en 1 heure, le patient arrive, on injecte, on fait l'image 1 heure après, on réinjecte le traceur TEP, on refait l'image 1 heure après, et en 2 heures, en fait, c'est fini, quoi. C'est-à-dire qu'on peut faire vraiment un bilan, et le pattern en fonction de scintigraphie osseuse et TEP que j'ai montré, on peut le faire en 2 heures dans un service de médecine nucléaire qui n'est pas spécialisé plus particulièrement que ça en cardiologie. Voilà. Donc ça me paraît être assez intéressant. Alors,
C'est sûr que si la scintigraphie osseuse est d'emblée positive et très fortement, l'intérêt de faire un TEP est beaucoup plus limité. Mais si la scintigraphie osseuse n'est pas si positive que ça, le TEP est intéressant. Oui, tu as montré tout à l'heure qu'on pouvait quantifier en IRM. Ouais. Est-ce qu'avec la scintille, avec les nouveaux marqueurs qui arrivent, on pourrait aussi accéder à la quantification en médecine nucléaire? Eh bien, oui, on peut quantifier, ça c'est sûr. On fait que ça en médecine nucléaire. On mesure des SUV, donc c'est des mesures d'activité. Simplement, le traceur qu'on utilise, la petite difficulté, c'est que les traceurs qu'on utilise, visiblement, ont plus d'affinité quand même pour l'amylose AL que pour l'amylose ATTR. Voilà. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir on pourra faire des comparaisons, mais pour certains types, dans le cadre de l'amylose AL ou dans le cadre de l'amylose ATTR, et suivre ces patients. Mais les activités n'auront de valeur qu'à mon avis sur un type donné d'amylose. Parce que les affinités de ces traceurs, même s'ils sont captés quelle que soit la protéine, les affinités vont dépendre quand même du type de protéine. Et on n'aura pas la même affinité pour les AL que pour les ATTR notamment. Voilà. J'avais une question concernant la scintigraphie osseuse avec le PYP scan, Oui. Un traceur, parce que je suis dans un hôpital où les gens n'ont pas l'habitude peut-être de voir cette amylose TTR. Quand ils nous disent le rapport cœur controlatéral, enfin H controlatéral supérieur à 1,5, est-ce qu'ils peuvent se tromper en disant que c'est probablement une TTR, ou quels sont les autres diagnostics qui peuvent être? Ils n'ont pas l'habitude, par exemple. Qu'est-ce que ça peut être autre? Il y a des modes de cicatrisation de pathologies cardiaques qui peuvent évoluer vers la calcification. Notamment, il y en a un, c'est l'infarctus. En fait, quelquefois, on a la surprise de voir des gros infarctus qui ont des calcifications assez importantes. Voilà, ça fait partie des... Nous, pour être tout à fait franc avec vous, mais je sais qu'à Mondor, ils ont plus d'expérience sur ces images précoces. Maintenant, on fait les deux, quoi. C'est-à-dire que pendant une période, on a décidé de faire les deux, c'est-à-dire de faire une image systématiquement précoce à 1 heure et une image à 3 heures, pendant quelques semaines, quelques mois, pour être tout à fait sûr de ces critères. Parce qu'effectivement, tu l'as souligné un peu, le problème des analyses multicentriques faites aux États-Unis, c'est que c'est avec le PIP. Le PIP, on ne l'a pas, nous, en fait. On n'a pas ce traceur-là, on l'a très peu en France, donc c'est plutôt le HMDP, etc. Donc il n'est pas tout à fait sûr que les rapports soient exactement les mêmes. Voilà. Donc à part la pathologie du SCAR, de l'infarctus, il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas d'autres maladies qui donnent ça par ensuite, la TTR. Si, il y a des péricardites chroniques constrictives dans des formes historiques de tuberculose. Enfin, ça arrive, c'est possible. Mais c'est quand même... voilà. Et puis même infarctus, pour avoir une calcification du niveau des calcifications qu'on voit dans les ATTR, c'est quand même très rare, quoi. Voilà. D'accord, merci. Est-ce que l'atteinte rénale en TEP est analysable ou est-ce qu'elle est limitée par par l'élimination rénale du traceur? C'est pas gênant. Alors nous, on ne l'a pas exclu dans le PHRC. Dans les études faites sur ces traceurs, il y a eu beaucoup d'études, pas trop sur l'amylose cardiaque, mais sur l'amylose, sur la maladie d'Alzheimer. C'est pas un critère d'exclusion. On peut penser quand même que le niveau de bruit de fond sanguin est susceptible d'être un petit peu plus élevé. Voilà, ça c'est possible. Mais... D'accord, merci.